Nous allons à présent avoir deux brèves présentations de mémoires de master qui ont reçu un prix de faculté lors de notre dernière cérémonie d'ouverture des cours, avec tout d'abord une présentation de Chloé Mabu, avec un mémoire en anglais consacré à la question du plaisir féminin et consistant en une analyse de discours. Chloé est la première lauréate du prix Égalité et Diversité décerné par notre faculté des lettres. Qu'est-ce que le plaisir féminin ? Cette question, qui a certainement autant de réponses que de personnes qui tentent d'y répondre, peut être abordée de multiples façons différentes, mais pour mon mémoire, que j'ai réalisé dans la section d'anglais, j'ai décidé de l'approcher par le domaine de la linguistique en réalisant une analyse des discours. Qu'est-ce que le plaisir féminin donc ? Toutes les femmes qui sont dans cette salle, vous avez certainement une réponse bien à vous à cette question. Et vous tous qui n'êtes pas des femmes aussi d'ailleurs. Parce que oui, nous pouvons définir les choses sans forcément les ressentir. C'est bien ce qu'il s'est passé pendant des siècles pour le sujet dont je vous parle ce soir. De l'Antiquité à nos jours, des hommes se sont attelés à définir le plaisir féminin, se positionnant comme détenteurs d'un savoir scientifique qui vaudrait bien plus que l'expérience pratique. Durant l'Antiquité, le plaisir féminin est vénéré par certains, il est ensuite drapé de honte au Moyen-Âge, puis nié ou vu comme une déviance jusqu'au XIXe siècle. On le reconnaît finalement au XXe, mais il est alors restreint au vagin, cette partie du corps étant vue comme la seule source possible du plaisir véridique, invisibilisant notamment le clitoris. Ainsi, toutes les personnes incapables d'atteindre l'orgasme vaginal, et peu importe les autres types de plaisirs qu'elles peuvent ressentir, sont reléguées au rang des frigides. Et ô combien sont celles que ce terme a accablées, qui se sont remises en question, s'en sont voulues de ne pas être comme il faut, de ne pas ressentir le bon type de plaisir. Parce que même si notre sexualité est intime et ne regarde que nous, c'est avec le discours de la société qui nous entoure que nous l'appréhendons. Les hiérarchies qu'on établit avec nos mots s'immiscent dans nos ressentis. Si l'orgasme vaginal est présenté comme le Graal, alors tout ce qu'on peut ressentir d'autre est forcément moindre. On notera d'ailleurs ici l'impératif implicite de la pénétration et donc, dans l'imaginaire collectif, de la présence d'un pénis pour atteindre le bon type de plaisir. Nos identités et actes sexuels n'existent pas hors du discours. Ils sont façonnés par nos paroles, mais la parole, qui y a droit ? Au cours des décennies, on a souvent clamé être en train de libérer la parole autour du sexe. Mais qui est ce « on » ? Est-ce que ce sont les psychiatres qui, des congrès durant, établissent des listes de toutes les déviances sexuelles qui sortent de la norme ? Ou est-ce que ce sont des femmes et autres minorités sociales qui trouvent à s'exprimer hors d'un contexte pathologisant ? Avec mon travail de mémoire, j'ai souhaité donner la parole à des femmes pour qu'elles puissent s'exprimer sur leur expérience et j'ai voulu légitimer leurs propos en y accordant une attention académique. Lorsque je parle de femmes, je me réfère, comme Monique Wittig, à une catégorie sociale. Je donne la parole à une partie de la population historiquement sous-représentée afin de mettre en voie la multiplicité des expériences trop souvent simplifiées. Mon but n'est donc pas de réifier cette catégorie, mais plutôt d'en célébrer la diversité. Après avoir lancé un appel à bénévoles dans un groupe de parole féministe basé à Genève, c'est avec 10 femmes cisgenres que je me suis entretenue pendant 1h à 1h30 chacune. J'ai ensuite retranscrit leur discours que j'ai analysé pour tenter de répondre à 2 questions. La première, comment est-ce que les participantes définissent le plaisir féminin ? Et dans un deuxième temps, je me suis concentrée sur les pratiques discursives autour du sujet, en analysant d'une part les sphères sociales dans lesquelles il est possible d'en parler et d'autre part les impacts des scripts sociosexuels sur les participantes. À l'inverse des nombreux hommes qui ont déclaré ce que le plaisir féminin est ou n'est pas, les participantes avec qui j'ai conduit mes entretiens parlent de préférences personnelles plutôt que d'une vérité absolue. Il n'y a pas un seul type de plaisir, mais plutôt une multitude de sensations, à la fois physiques et mentales. Pour elles, le plaisir féminin est certes sexuel, mais il n'est pas restreint à des organes spécifiques. Il peut être ressenti d'une myriade de façons par une myriade de corps.
Pour ce qui est des pratiques discursives liées au plaisir féminin, les participantes disent que le sujet est beaucoup plus présent qu'avant, mais définissent néanmoins le fait d'en parler comme une forme d'activisme. Cela peut sembler contradictoire, mais prend en réalité tout son sens lorsqu'on considère les classes sociales, les sphères sociales dans lesquelles il est possible de parler de son plaisir. En Suisse, il fut un temps où il était tabou de parler de son plaisir même à ses amis les plus proches. Alors qu'aujourd'hui, il m'a non seulement été possible d'en faire l'objet de mon mémoire, mais on me donne en plus un micro pour en parler à plus de 500 personnes à la fois. Il est toutefois important de noter que si on parle du plaisir féminin dans de plus en plus de lieux, de séries, de podcasts, etc., ces sphères n'englobent toujours pas l'ensemble de notre société. Parler de son plaisir peut encore souvent signifier devoir faire face à des insultes ou à des violences, ce qui porte certaines participantes à préférer l'autocensure. Enfin, les participantes se réfèrent toutes à une façon bien connue, scriptée, une sorte de modèle de conduite pour nos rapports sexuels qu'elles dénoncent d'ailleurs. Elles présentent cette norme comme par défaut hétérosexuelle et androcentrée. C'est-à-dire qu'un rapport classique se déroulerait entre un homme et une femme, que cette dernière aurait un rôle passif et que le plaisir de l'homme serait le plus important. Bien sûr, bien que ce script soit condamné par les participantes, il exerce néanmoins une influence sur elles. Les exemples sont nombreux, mais prenons peut-être seulement la séparation entre les préliminaires, durant lesquels leur plaisir est mis en avant, et la pénétration, qui semble suivre inévitablement et qui, bien que plutôt associée à des douleurs, est vue comme nécessaire pour qu'un acte soit perçu comme un réel rapport sexuel. Et malgré tout, au fil des discussions, les participantes questionnent cette terminologie qu'elles utilisent mais trouvent problématique. En proposant des modifications de notre vocabulaire, elles remettent en question une vision de la sexualité patriarcale et androcentrée et proposent de se focaliser non pas sur des actes ou des parties du corps spécifiques, mais plutôt sur le plaisir également important de tous. Durant les 10 entretiens réalisés pour cette étude, il a été question de plaisir, mais aussi inévitablement de souffrance, d'inégalité et de violence. Mon analyse me donne à penser que, malgré un progrès certain, la situation est loin d'être acceptable et qu'un combat pour plus d'égalité reste nécessaire. Nos mots, qui façonnent la façon dont nous appréhendons nos actions, me semblent être une des pistes à explorer pour faire de notre société un espace plus inclusif et égalitaire. Osons les changer, reconnaître ceux qui posent problème et en créer de nouveaux. Voyons encore plus large. Avec le recul, je trouve que mon analyse reste binaire et qu'il serait important d'aller au-delà d'une division féminin-masculin vers des questions plus inclusives. Sur ces bonnes paroles, je souhaite être inclusive également dans mes félicitations ce soir et vous applaudir, vous qui avez obtenu votre bachelor et vous aussi, les familles et les proches de nos stars du jour qui les ont soutenus tout au long de leur cursus. Bravo et merci pour votre écoute.